Bonjour ou bonsoir à vous tous. Nous sommes le samedi 21 juin 2025 et c'est aujourd'hui la journée des martyrs au Togo, journée des martyrs en souvenir de toutes ces personnes qui sont tombées, qui sont mortes pour que vive la nation togolaise. Et c'est l'occasion pour nous ici de saluer surtout la mémoire de tous les militaires, surtout ceux de l'opération Koundouaré dans le grand nord du Togo qui sont en train de se battre contre des terroristes pour ne céder aucun centimètre du territoire togolais. Beaucoup d'entre eux ont perdu la vie et nous nous inclinons respectueusement devant la mémoire de ces héros parce qu'ils sont pour nous des héros, ces hommes qui ont donné de leur vie pour la quiétude, la tranquillité de ce pays que nous aimons tous. Nous profitons également de l'occasion pour saluer donc la bravoure et le courage de tous les autres soldats qui nuit et jour sont éveillés pour la sécurité, pour la sérénité de la population ici au Togo. Constant Lemou, qui est mon invité, ne dira pas le contraire. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel. À votre suite, nous saluons effectivement la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui se battent pour nous. Et même lorsque nous leur manquons de respect, lorsque nous les insultons, à la limite, eh bien, ces forces de l'ordre de défense sont sur les lignes de front pour nous défendre et nous permettre de vaquer librement à nos occupations, de dormir tranquillement avec nos familles pendant qu'ils ont laissé leur famille et tout ce qui devrait leur être personnel, ils ont tout abandonné pour se sacrifier pour la nation. Toutes les sociétés se sont toujours battues ainsi pour leur vie et je pense que depuis la nuit des temps, depuis la veille des indépendances, les martyrs togolais, ils sont très nombreux et ils sont à honorer et nous les encourageons. Ceux qui sont aujourd'hui au front, qu'ils reçoivent notre soutien et nous sommes toujours à leur côté pour les accompagner dans cette mission difficile. Merci beaucoup. Face à vous, c'est le président du mouvement Ton de la jeunesse patriotique Yahweh Klonukunu, dont justement la célébration également de cette journée des martyrs lui dit quelque chose. Bonsoir, M. Nukunu. Bonsoir à vous, Excellence, M. Samuel. Bonsoir, mon co-débatteur, M. Lemou. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est une date vraiment symbolique pour nous, les Togolais, parce que ça nous permet d'avoir une pensée pieuse pour nos aïeux qui se sont sacrifiés pour qu'existe la République togolaise. Alors donc, j'ai saisi cette occasion pour interpeller une fois encore, comme mon organisation, le Ton de la jeunesse patriotique, l'avait fait en 2014 au travers d'une lettre ouverte aux forces armées togolaises, de manière à ce que ce sacrifice-là de nos aïeux, des forces qui ont perdu leur vie pour qu'existe la République togolaise et se perpétue à travers cet esprit patriotique qui doit toujours guider, qui doit toujours motiver le force de défense et de sécurité, non seulement les forces de défense, mais tout le peuple togolais, et motiver notre armée à la culture, parce qu'aujourd'hui nous sommes une république. Donc motiver notre armée à la culture de cet esprit, de ce caractère républicain. Il faut que de jour en jour, notre armée cultive cet esprit républicain, ce caractère républicain qui est requis pour toute armée dans une république. Merci beaucoup pour ces mots à leur endroit qui, je sais, des mots qui naturellement vont les toucher sur le théâtre de combat. Eh bien, dans le monde ancêtre d'aujourd'hui, on va faire le tour de 4 sujets. Nous parlerons de ce conflit au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran. On verra quelle issue probable. On ira également du côté des États-Unis pour parler du travel ban, ces restrictions de visa imposées par le président Donald Trump. En deuxième partie, nous parlerons de la Côte d'Ivoire où 2 géants de l'opposition s'unissent pour réclamer des élections inclusives. Et puis, en dernier sujet, on va juste poser une question. Mais où est donc passé le président de la République togolaise ? Le premier sujet, c'est donc l'Iran et Israël. 8 jours après le début des hostilités entre Israël et l'Iran, le conflit s'intensifie. Frappes aériennes, tirs de missiles et lourdes pertes humaines rythment donc cette escalade amorcée dans la nuit du 12 au 13 juin dernier. L'implication ambiguë des États-Unis ne fait qu'ajouter à la complexité de cet affrontement. À la veille de négociations prévues entre l'Iran et les États-Unis, Israël a lancé donc une attaque surprise les 12 et 13 juin visant une centaine de cibles dans des sites nucléaires et tuant
2 dirigeants des gardiens de la révolution en représailles. Il faut le rappeler, Téhéran a tiré une salve de missiles sur Tel Aviv, la capitale israélienne, et d'autres grandes villes israéliennes. Depuis, les affrontements se poursuivent sans relâche, faisant de nombreuses victimes civiles des deux côté Yao Eklonoukoulou, c'est vous qui avez la parole pour commencer. C'était le vendredi 13, dans la nuit du vendredi au samedi 12 et 13 juin dernier. Israël s'est mis à tirer des sites iraniens. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui clairement que Israël a provoqué cet embrasement dans cette région? Merci à vous, M. Samuel, mais écoutez, que cela ne vous échappe pas si nous faisons une lecture juste, réaliste de la situation, parce que il faut comprendre que, permettez-moi de remonter un peu le temps, et il faut toucher du doigt le fait que tout est parti de ce rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Ce rapprochement qui avait pour but d'apporter une certaine paix, de bonnes relations dans la région, et je crois que ça n'a pas été, j'estime, ou je suppose que ceci n'a pas été du goût non seulement de l'Iran, mais d'autres pays également. Alors donc, tout est parti du secte, le 7 octobre, et c'est ce 7 octobre qui est venu disloquer cette démarche-là entre l'Arabie Saoudite et l'Israël, cette démarche de paix, de collaboration, de bon voisinage, etc. Et ce 7 octobre, ma foi, je crois que c'était une grosse erreur. C'était une stratégie, mais c'était une stratégie erronée, maladroite, et tout est parti de là. Alors maintenant, Israël a promis d'anéantir le Hamas, d'affaiblir le Hamas. Et nous avons vu depuis des mois, nous voyons ce qui se passe à Gaza, et nous savons tous ceux qui, les têtes du Hamas qui ont été tombées, que Israël a fait tomber. Et il faut le dire clairement que l'affaiblissement du Hamas y est. Alors donc, puisque le Hamas s'est mis devant, mais sûrement et certainement et incontournablement, c'est l'Iran qui est derrière, qui pousse. Alors donc, puisque le Hamas était affaibli, alors donc, l'Iran, c'est comme si avant il y avait un iceberg qui cachait, alors donc, puisque le iceberg était gelé, alors donc, celui qui est derrière, qui est guillonné et qui poussait, on serait obligé de tomber sur lui, et c'est là que le conflit devient direct entre l'Iran et le Hamas. Et ma foi, je crois que vous savez, nous sommes des êtres humains sur la terre, mais nous sommes de différentes natures. Parce que je crois qu'il y a eu des démarches qui avaient été initiées pour des négociations, que ce soit l'Égypte qui s'est inclus, l'Émirat arabe, l'Arabie saoudite, etc. Mais il suffisait au Hamas de faire quoi? De libérer les otages. Moi, je suis presque sûr et certain que au cours de ce dialogue, si le Hamas décidait aujourd'hui de libérer tous les otages, ça aurait calmé les tensions, ça aurait apaisé, c'est-à-dire que les frappes israéliennes n'auraient plus de sens. Oui, mais là, on n'est pas avec le Hamas, parce que avec le Hamas, on est dans la bande de Gaza. Ici, nous sommes avec l'Iran, qui est à au moins 1600, 1700 kilomètres d'Israël. Oui, le lien est là, M. Samuel. Le Hamas, il n'y a pas de Hamas sans Iran. Il n'y a pas de Hamas, et vous savez... Donc, pensez qu'en allant tirer en Iran, Israël, indirectement, s'attaque aussi au Hamas? Mais non, c'est-à-dire que Hamas... c'est la cible, parce que bon, c'est le Hamas qui s'est mis devant. Oui, c'est le Hamas, c'est le gouvernement qui s'est mis devant dans la bande de Gaza. Le 7 octobre. Oui. Mais en réalité, derrière le Hamas, c'est comme par exemple dire que derrière Israël, il y a les États-Unis. Vous pensez que l'Iran est le soutien du Hamas? Mais absolument. D'accord. Constant Lemou, pour vous, les éléments déclencheurs, parce que là, nous sommes très précisément sur ce qui a commencé dans la nuit du 12 au 13 juin dernier, les éléments déclencheurs ici, est-ce que vous pensez que Israël
Israël doit être directement tenu pour responsable ou bien l'Iran, de par ses provocations, a poussé Israël à bout? Je pense que depuis l'existence de l'Israël, c'est-à-dire le retour des Juifs, 1947. sur ce qu'ils ont appelé la terre promise, la zone n'a jamais eu de paix. C'est toujours la guerre et l'Israël et les Juifs n'ont jamais reconnu le droit d'existence des autres États, notamment l'État palestinien. Et l'Israël a été cautionné dans cette attitude par les grandes puissances du monde, notamment les puissances occidentales, qui n'ont jamais accepté que naisse l'État palestinien, avec des délimitations claires pour que la cohabitation soit possible. Aujourd'hui, la Palestine n'existe plus que de nom, parce que l'Israël a chassé les Palestiniens pratiquement de leur territoire. Il ne restait que la bande de Gaza qu'ils ont alors complètement anéantie. Alors, lorsque une communauté humaine n'admet pas la vie d'une autre, ça ne peut qu'apporter de la misère et vraiment de l'animosité que vivent le peuple arabe aujourd'hui. Malheureusement, les autres États arabes comme l'Arabie saoudite s'est laissé corrompre, je dis corrompre, par les Occidentaux pour ne pas faire la guerre à Israël, qui a désormais une partie garantie qu'ils ne seront jamais attaqués du côté Arabie saoudite. Alors il peut faire face à l'Iran et les autres pays, le Liban également, et les autres pays arabes hostiles au comportement des Juifs israéliens face aux Palestiniens. C'est vrai, il y a eu la date du 7 octobre ou récemment les événements du début juin. C'est réel, mais pendant que l'Israël écrasait la bande de Gaza, eh bien, ils ont effectué également des tirs pour éliminer les responsables du Hamas réfugiés au Liban, en Iran, pour affaiblir le Hamas. Donc, tirant sur un autre pays qui n'était pas partie prenante de la guerre entre la Palestine et l'Israël. Voilà véritablement ce qui a poussé l'Iran à réagir à un moment donné. Et aujourd'hui, nous sommes au plus haut sommet de la guerre destructrice dans le Moyen-Orient. Dans cette zone du monde, je doute fort que nous ayons, ou bien que les peuples y vivants connaissent la paix un jour. Parce que l'Iran connaît l'arme nucléaire, les États-Unis ont l'arme nucléaire, l'Israël a tout le matériel et tout le soutien des puissances occidentales pour s'imposer dans la région. Alors, tous les antagonismes et la volonté de domination du monde s'est tout simplement transposée dans cette zone du monde et je pense que la paix sera très loin dans le temps. Alors, la paix sera très loin dans le temps, dit-il. Aujourd'hui, on sait que les frappes israéliennes sont intervenues, disons, à la veille de négociations que les États-Unis devaient ouvrir avec l'Iran, justement, sur son programme nucléaire. C'est là où beaucoup d'observateurs ne comprennent pas pourquoi Israël décide, à un moment où l'Iran est disposé à discuter de son programme nucléaire, pourquoi Israël décide de frapper. Ben, écoutez, M. Samuel, l'Iran n'a pas ouvertement déclaré être ouvert à des discussions. L'Iran tâtonnait. L'Iran faisait encore du recto verso. Donc, ils connaissent les enjeux. Vous savez, ce sont les acteurs, les vrais acteurs. Ils connaissent les enjeux. Ils savent les stratégies qu'ils déploient. Parce que vous savez, surtout les Américains, ce sont des gens où il ne faut pas suivre comme une parole
religieuse, une parole biblique. Hein. C'est des gens qui ils vous affichent autre chose, mais en réalité, ils ont des schémas, hein, surtout avec Donald Trump, quelqu'un qui est, quand il vous dit bonjour, il faut vous attendre à ce que ce bonjour-là, c'est peut-être c'est bon après-midi, qu'il ne faut pas comme parole religieuse. Donc, pour autant, l'Iran n'a pas ouvertement déclaré être prêt à discuter par rapport à son programme nucléaire, etc. Mais permettez-moi un peu de remonter un peu le temps, de préciser également un peu à mon co-débatteur, M. Lemou, que vous savez, tout est question de dirigeants. Hein, tout est question des dirigeants. Et rappelez-vous qu'il fut un temps, il y avait des dirigeants au temps du Shah, je crois. Hein, l'Iran avait reconnu c'était le deuxième pays à reconnaître l'État israélien. Hein, il y avait, c'est l'arrivée des mollahs au pouvoir il y avait de bonnes relations entre l'Iran et Israël, etc. Donc, il ne faut pas peindre de façon systématique. Bon, en tout cas, ça, ce sont des réalités. Qu'il y avait de très bonnes relations. Et donc, tout est question des dirigeants. Alors donc, si vous avez des dirigeants qui sont animés de paix, qui sont animés de convivialité, qui veulent faire prévaloir la diplomatie, hein, les bonnes relations entre les États. C'est pourquoi je suis un peu désolé, M. Lemou, lorsque vous qualifiez l'Arabie Saoudite d'être corrompue. Je suis désolé, parce que, donc, vous me direz qu'au temps où l'Iran reconnaissait l'Israël, c'est parce que l'Iran était corrompu en ce temps-là. Alors donc, si les pays pouvaient être corrompus pour que la paix règne, pour qu'il y ait de très bonnes relations et que les âmes se taisent, pourquoi pas? Alors, si c'est le prix à payer pour avoir la paix, que ce prix soit payé et que les populations aient la paix. Parce que dans tout ça, aujourd'hui, ce sont les pauvres populations. Et n'oubliez pas également qu'actuellement en Iran, les populations sont très contentes. Les gens apprécient ces frappes israéliennes, parce que les populations... Ça aussi, on estime que c'est les médias occidentaux qui veulent montrer cela. En réalité, on ne peut pas être content parce que votre pays pas forcément, M. Samuel. C'est au regard de ce que subissent, c'est au regard de ce que subissent les populations de la part du régime en place. Nous avons vu tellement de choses qui sont passées, surtout avec les femmes. Alors, vous voulez que je comprenne que la paix soit au prix de l'extermination des Palestiniens? C'est en cela que se résume votre démonstration. Non, monsieur, alors, je comprends, moi, que l'Iran refuse de s'engager tout de suite dans les pourparlers, dans la mesure où les États-Unis et les autres puissances occidentales ne reconnaissent pas le droit à l'Iran de posséder l'arme nucléaire. On va en parler tout à l'heure. Ensuite, c'est les États-Unis, à titre principal, qui soutiennent l'Israël dans leur comportement et dans leur volonté d'exterminer les Palestiniens et les autres peuples arabes hostiles à ce comportement-là. Et pour les faits, je veux rappeler qu'il y a eu déjà des accords pour le programme nucléaire iranien et c'est Donald Trump qui, en entrant en exercice, a mis fin à ces accords. Donc, est-ce que, quelque part, si discussion doit y avoir, l'Iran n'est pas en droit d'être méfiant? Effectivement. L'Iran est en plein droit d'être méfiant vis-à-vis de cette dénonciation de ces accords et encore le comportement de Donald Trump hostile au programme nucléaire de l'Iran. Alors, qu'est-ce que l'Iran irait chercher dans les négociations où ils sont allés négocier, ou du moins celui qui se constitue en arbitre, en réalité, est le coach de l'adversaire, de l'ennemi. Mais je pense que c'est une négociation perdue d'avance, à moins que les dirigeants iraniens acceptent de renoncer à leur programme nucléaire. Alors, de quel droit les États-Unis prêtent à toutes les guerres les puissances occidentales comme la France, l'Allemagne et autres Angleterre se croient, ou du moins les puissances du Conseil de sécurité, à l'exception de la Russie, qui s'est réservée pour le moment par rapport à la guerre qui se passe entre l'Israël, l'Iran et la Palestine, bien sûr. Toutes ces puissances, au nom de quoi, disposent de l'arme nucléaire et refusent le droit, ce même droit, aux autres peuples qui ont besoin de se protéger, de se défendre. Dans toute l'histoire du monde, les guerres récentes, les plus meurtrières, sont menées par les mêmes puissances.
volonté de dominer le monde au prix de suppression des autres populations. Alors, je rappelle que l'argument avancé par Israël, c'est de dire que si l'Iran arrive à développer un programme nucléaire militaire, sa survie, la survie d'Israël est menacée. Alors, le Conseil a posé la question de quel droit peut-on interdire à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Mais je rappelle que on dit que l'Iran n'est pas un État démocratique, ils ne sont pas assez mûrs pour disposer de l'arme nucléaire. Le premier pays qui a utilisé l'arme nucléaire dans l'histoire de l'humanité, ce sont les États-Unis, un État supposément démocratique. Merci, M. Samuel. Vous savez, à entendre M. Lemou, j'ai pu remarquer, j'ai pu déceler qu'il y a des choses qui lui échappent. Et c'est pourquoi il a tenu de tels propos. C'est possible, j'entends vos arguments. Oui, il y a des choses qui lui échappent. Et je vais juste vous donner des exemples. Et actuellement, lorsque vous voyez un peu le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a certaines armes qui sont mises à la disposition de l'Ukraine, mais l'Ukraine ne peut pas faire usage de ces armes-là sans autorisation. Voilà, sans autorisation. Ça, c'est d'un. C'est comme également, pas seulement en Ukraine, même également chez nous ici, au Togo ou en Afrique, il y a certaines armes, avant de les acquisitionner, il faut avoir l'autorisation de celui-là qui l'a inventé, qui l'a créé et qui en est auteur. Voilà. Alors donc, l'Iran n'est pas auteur. L'Iran n'est pas celui-là qui a fait hésiter l'arme nucléaire dans ce monde. Ils sont en train de développer leur J'ai programme. posé une seule question. De quel droit certains pensent que d'autres ne doivent pas en avoir pour se défendre? Jusqu'à preuve du contraire, l'Iran n'a utilisé aucune arme nucléaire. De toutes les façons. Jusqu'à présent. De toutes les façons. Mais je sais que si aujourd'hui les États-Unis n'osent pas provoquer la Corée du Nord, c'est parce que la Corée du Nord a l'arme nucléaire et peut faire mal autant que les États-Unis. Alors, pourquoi il ne doit pas avoir cette protection des peuples et des États? Qu'est-ce que vous appelez pas n'ose pas? Rappelez-vous, au temps du premier mandat de Donald Trump, il n'a pas du tout lâché l'impérialisme, le dictateur nord-coréen là. Rappelez-vous, ça n'a pas du tout été facile pour le président nord-coréen. Non. Et ce sont les États-Unis qui ont mis la queue entre les jambes en Afghanistan. Vous savez, en Afghanistan, ce ne sont pas les Coréens qui ont fui. Ce n'est pas la Corée du Nord qui a fui en Afghanistan. Vous savez, M. Lemou, ne divagons pas. Ah non, on ne divague pas. Alors donc, élargissons notre vision et nous allons nous entendre facilement. Moi, je soutiens fortement cette décision, non seulement des États-Unis, mais de l'Israël par rapport à l'Iran, parce que lorsque je vois même l'Iran, les dirigeants iraniens, la manière dont ils se comportent contre leur propre population, et la manière dont ils traitent leurs propres compatriotes, alors donc, laisser Iran développer son programme nucléaire, ce serait une erreur fondamentale. Non seulement pour Israël, mais pour la sous-région, et même encore plus. Alors donc, Iran n'est pas et ne doit pas posséder d'armes nucléaires. Quand est-ce que les autorités, américaines ont arrêté de tuer des gens, les Américains, sans armes, sans aucune menace? Quand est-ce que les autorités américaines ont arrêté ça? Vous n'allez pas comparer. Tous les jours. Vous n'allez pas comparer. Vous n'allez pas comparer l'Amérique. Vous n'allez pas comparer l'Amérique à l'Iran. Revenons au Est-ce que conflit. certaines morts sont plus importantes ou moins importantes? Revenons au conflit. Ce sont les gens qui meurent partout. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y avait le mythe j'ai envie de dire un peu le mythe de l'inviolabilité d'Israël, parce qu'ils avaient le dôme de fer, ils avaient la fronde de David, qui étaient des systèmes de défense aériens, mais on a vu ce système être saturé. Tel Aviv est plusieurs zones détruites. Ce conflit a également révélé qu'Israël n'est pas une puissance militaire sans les États-Unis. En réalité, si les États-Unis ont toujours échappé aux attaques de toutes sortes malgré leurs provocations, c'est leur position géographique dans le monde. Difficile à atteindre si ce ne sont pas des missiles intercontinentaux qui ne s'utilisent qu'à un niveau très avancé d'un conflit, alors que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vécu cette situation. Seuls les États-Unis, comme vous l'avez rappelé, ont utilisé la bombe atomique au Japon. Parce qu'ils étaient les seuls dans le monde à posséder. Imaginez si Hitler avait la bombe atomique.
Imaginez ici. Alors donc, c'est parce que les États-Unis ne sont pas première puissance militaire mondiale pour rien. Mais dans la bouche. Très bien. Voilà, ils sont puissance mondiale parce qu'ils ont la capacité de détruire, et ils l'ont fait. Qu'est-ce que vous appelez pas détruire? Qu'est-ce que vous appelez pas détruire? Mais je vous dis... Ils ont la capacité de nuire. Laissez-le aller au bout, vous aurez le temps. Effectivement, c'est cela que vous démontrez. Ils ont stoppé la Deuxième Guerre mondiale. L'intervention de la... qui ont la grande puissance, les États-Unis qui ont la grande puissance pour protéger l'humanité, entre griffes, s'est chargé d'utiliser la bombe nucléaire pour anéantir toute une population pendant des siècles. Voilà votre fierté. Les populations se massacraient, étaient tuées avant l'intervention des États-Unis. Attention, étaient tuées avant l'intervention des États-Unis. Qui tuait qui en ce moment? Il y avait l'Allemagne, le Japon, avec les forces de là et les alliés. Il y avait la guerre avec les armes conventionnelles. Mais les États-Unis, qui étaient les seuls possesseurs, les seuls dépositaires de la bombe atomique, n'ont pas hésité à l'utiliser. Voilà, aujourd'hui, ces mêmes États-Unis, inquiets parce que d'autres puissances ont désormais l'arme nucléaire, n'osent pas les attaquer. Et encore, puisque l'Iran s'apprête à en avoir, si l'Iran n'en a pas encore complètement réussi à avoir les armes atomiques, eh bien, on veut l'empêcher. Savez-vous quelle arme les États-Unis disposeraient encore en secret? Vous devez savoir, encore aussi que disposer en secret au-delà des armes nucléaires. Si un pays africain avait l'arme nucléaire, l'Afrique serait mieux respectée qu'actuellement. L'Afrique n'a qu'à fabriquer d'abord les poudres de voiture. En Afrique, on n'a qu'à d'abord fabriquer les poudres de voiture. Vous pensez que certains ont le droit de tuer les autres, mais pas l'inverse. Je rappelle que le Pakistan possède l'arme nucléaire. Non, mais monsieur... Vous êtes fiers quand les États-Unis massacrent les autres populations. Vous en êtes fiers. Je veux rappeler, si vous permettez, je veux rappeler que la bombe nucléaire n'est pas une arme de combat, c'est une arme de dissuasion. Et il faut le rappeler. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Yaounoukoulou, vous pensez que par rapport au rôle des États-Unis dans ce conflit, les États-Unis sont partie prenante pour Israël, est-ce qu'ils peuvent encore jouer à l'arbitre, valablement? Ben, écoutez, je crois que lorsque vous observez bien, mais d'abord, M. Samuel, il y a une chose que vous avez dit tout à l'heure que je voudrais quand même rebondir dessus. Vous savez, Tel Aviv n'est pas détruite. Parce que dans je n'ai pas dit qu'elle est détruite, j'ai dit plusieurs quartiers ont été bombardés. Non, vous avez dit Tel Aviv. Non, je n'ai pas dit ça. Plusieurs quartiers ont été bombardés. Donc, à Tel Aviv, ils n'ont frappé que des hôpitaux, des infrastructures civiles, et non pas ça, c'est aussi ce que la propagande essaie de faire passer. Des sites militaires. Parce qu'Israël aussi a frappé des sites militaires en Iran. Aussi des hôpitaux, les Iraniens l'ont montré, il y a eu des hôpitaux touchés, il y a eu des établissements civils qui ont été touchés. Voilà. Ça a été également montré. Bon, alors, maintenant, pour... est-ce que les États-Unis peuvent être l'arbitre ici? Les États-Unis, vous savez, les États-Unis, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ils ont à leur tête un président qui ne cache pas sa position, c'est-à-dire, pour lui, c'est l'intérêt des États-Unis. Alors donc, et les États-Unis, ils s'aventurent lorsqu'ils savent qu'ils ont un intérêt. Alors donc je crois que ils sont en train de jouer à une stratégie parce qu'aujourd'hui, pas plus que aujourd'hui, Donald Trump qui annonçait qu'il allait prendre une décision sur quinzaine, qu'il ne prenait pas dans l'immédiat, du coup, une décision par rapport à Israël, mais que dans 15 jours. Alors, donc, je crois qu'ils sont dans une stratégie, il y a une stratégie là qui se joue, où sûrement qu'il faut donner la possibilité à Israël d'atteindre Iran à un certain niveau, pour que l'Iran soit contraint. Pourquoi c'est l'Israël qui doit toujours... Parce que là, moi, je vais être factuel. Israël dit, ma survie est menacée. Pourquoi l'Iran ne dirait pas aussi ma survie est menacée? Ce sont des êtres humains de part et d'autre. Parce qu'il faut parfois arrêter l'hypocrisie aussi de penser que parce que c'est Israël, on doit applaudir. Les Iraniens aussi ont le droit de défendre leur survie. Monsieur Samuel, je vais juste vous répondre par une phrase. Je condamne fermement, fortement, incontournablement le 7 octobre. Point barre. C'est toute la réponse que... Si vous ramenez tout au 7 octobre, bien avant le 7 octobre... C'est toute la réponse que j'ai à vous donner.
ses ramifications très loin. Mais je rappelle que moi, je ne fais pas de débat sur le 7 octobre ici. Je fais un débat sur le 12 juin. Sur le 12 juin, ça c'est vous qui le dites. Constant Lemou, est-ce que les États-Unis sont un arbitre crédible? La réponse est tout indiquée. On ne peut pas être jugé parti. Les États-Unis ne peuvent en aucun cas être un arbitre crédible dans le conflit entre l'Israël et l'Iran. Parce que ce sont les États-Unis qui fournissent les armes à l'Israël pour bombarder, pour détruire les autres peuples. Et alors? Les États-Unis ne sont pas du tout indiqués pour être arbitres dans cette négociation. Ils vont toujours imposer leur volonté au peuple faible et alors l'Iran a compris et développe son arme nucléaire. L'Iran va réussir parce que malgré les bombardements, aucun site nucléaire n'a été touché. Alors, Constant Lemou, Yao Nukunu, il y a un petit peu un silence de la Russie et de la Chine. La Russie a vaguement réagi en disant que l'Iran a le droit de défendre sa survie. Comment vous expliquez ce silence de ces deux puissances du Conseil de sécurité? D'abord, il faut savoir que d'abord la Russie même a déjà tous les problèmes de ce monde. Et tout ceci, c'est toujours l'affaiblissement de la Russie qui continue ainsi, parce que cela ne vous échappe pas récemment. Et la Russie qui a perdu la Syrie. Alors donc, je crois que c'est le même schéma qui continue. Et la Russie, je crois qu'elle prend conscience de ce qu'elle avance doucement vers un gouffre. Alors donc, il faut savoir se retenir. Et c'est ce que la Russie a compris. Elle prend conscience. Mais vous savez, la Chine, tout autant que les États-Unis, vous savez, la Chine a une ambition. Et cette ambition est que jusqu'alors, c'est les États-Unis ce sont les États-Unis qui sont toujours évoqués comme première puissance mondiale, première économie mondiale, etc. Alors, l'objectif de la Chine, c'est de détrôner les États-Unis. Alors, pour y arriver, il faut que les gens qui sont devant, qu'il y ait des situations qui les affaiblissent. Alors donc, c'est comme par exemple, souvenez-vous, la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ne sont pas intervenus en même temps. Ils sont restés là, ils ont laissé les gens bien s'affaiblir avant d'intervenir et maintenant ils se sont imposés. Et depuis longtemps, les États-Unis ont sous leur contrôle l'Europe, etc. Donc c'est récemment que les Européens ont commencé par se réveiller, dire bon, ils ont commencé à parler d'autonomie, il ne faudrait pas que, etc. Donc voilà. Donc la Chine est dans une position stratégique, elle observe tout, elle canalise, elle connaît tout, mais elle sait comment se retenir, elle connaît ses enjeux, etc. Bon, donc si quelque chose dans ce monde peut y arriver pour que les États-Unis sautent dedans et qu'il y ait l'affaiblissement, ce serait le chou gras, ce serait un service sur le plateau pour la Chine. De parler des États-Unis dans le second sujet, Donald Trump toujours avec le travel ban. Qu'est-ce qu'il faut comprendre des restrictions de visa? L'administration Trump envisage donc de rétablir, l'a déjà fait, rétablir des restrictions de visa, des restrictions de voyage plus strictes que celles qu'il avait établies lors de son premier mandat. Le projet en cours interdit ou limite l'entrée aux États-Unis pour les citoyens de 43 pays, dont plus d'une vingtaine en Afrique. La liste rouge, sur la liste rouge, donc ceux qui ne peuvent plus du tout rentrer, on a la Somalie, le Soudan, la Libye. Il y a la liste orange où on impose des restrictions sévères à des pays comme l'Érythrée, la Sierra Leone, le Soudan du Sud, qui sont limités pour les voyages d'affaires, pour les hommes les plus fortunés. Enfin, on a une liste dite jaune qui met en sursis 22 pays, dont le Mali, le Burkina, la République démocratique du Congo, qui sont sommés d'améliorer leur coopération sécuritaire sous peine de sanctions migratoires. Constant Lemou, Donald Trump justifie donc ces restrictions par la question de sécurité. Est-ce que pour vous, il y a d'autres enjeux? On sait que Donald Trump, c'est l'extrême droite. Donc, c'est le mécanisme trouvé pour lutter contre l'immigration. Est-ce que la sécurité est véritablement l'argument de base? Vous avez oublié de citer le Togo qui connaît aussi la restriction. Oui. Alors, Donald Trump a une politique claire. American First. Alors, toutes les mesures que Donald Trump peut prendre pour prétendre laisser augmenter ou se développer la domination américaine dans le monde, il n'hésite pas.
Ensuite, lorsqu'il limite les entrées aux États-Unis, officiellement, c'est pour des raisons de sécurité. Sauf l'Égyptien d'origine qui a commis l'attentat au niveau de l'État de Colorado, c'est ça? Oui, je pense bien. L'Égypte ne figure sur aucune liste. C'est la réalité qui vient battre en brèche l'argument de Trump concernant la sécurité des Américains en prenant des mesures de restriction d'entrée aux États-Unis. Je pense que c'est parce que quand vous prenez les pays de l'Amérique du Sud, en quoi ces pays connaissent la violence et menacent la sécurité des États-Unis? Aucunement. Je pense que là, c'est une stratégie politique et toutes les raisons évoquées, c'est vrai. Dans tous ces pays, il y a des difficultés. Comme aux États-Unis même. On n'a pas... Les Américains, entre eux, s'entretuent. Mais on n'a pas pris une mesure spécifique qu'un Américain ne peut pas passer d'un État à l'autre. Ce n'est pas possible. Alors, le Tchad, dans la réciprocité, a refusé le visa aux Américains. Alors, je pense que chaque pays se bat pour sa population, pour son économie, et tous les arguments sont bons pour développer sa stratégie. Sinon, les arguments évoqués par Donald Trump pour prendre ces mesures de restriction, aucune ne tient. Yao Nkono, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Samuel. C'est le protectionnisme? Monsieur Samuel, si cette phrase de mon co-débatteur, monsieur Lemour, pouvait avoir son plein sens, pouvait prévaloir dans mon Afrique, je crois que moi, Nkono, j'en serais fier. Quelle phrase? Oui, chaque pays se bat pour le bien-être de sa population, de son peuple. C'est pas le cas? Oui, si ça pouvait en être ainsi en Afrique, dans mon Afrique, je ne verrai plus les Soudanais s'entretuer avec des armes que leurs têtes ne sont pas capables de fabriquer. Je ne verrai plus en RDC des fils de même pays s'entretuer avec des armes qu'ils ne sont même pas capables de fabriquer. Alors donc, si votre phrase pouvait avoir de sens dans la conscience des Africains, notre Afrique ne serait plus dans ces conditions. C'est un appel adressé à vous et moi et aux autres qui nous suivent. Alors donc, du coup, monsieur Samuel, vous savez, quoi qu'il en soit, Donald Trump, son adresse, je crois que il ne faut pas seulement vous focaliser sur l'Afrique. C'est à l'endroit même. Non, moi j'ai cité les autres pays. Même à l'Europe. Souvenez-vous, quand dans des déclarations récentes, il disait aux Européens qu'ils profitent d'eux, que les Européens profitent d'eux, etc. Et donc, ce sont ces déclarations. Au moment où Donald Trump a tenu cette déclaration à l'endroit des Européens, qu'est-ce que nous avons vu en même temps? Une certaine spontanéité de la part des dirigeants européens qui se sont retrouvés pour réfléchir sur de nouvelles donnes, beaucoup plus responsables, beaucoup plus pragmatiques pour se mettre dans une logique de construire leur autonomisation, etc. Mais depuis, en Afrique, je ne vois rien parce que nous sommes là, etc. Bon, nous on est là, oui, c'est normal. Comme nous sommes des bébés, et on attend seulement que les autres réfléchissent, créent des choses pour qu'on court derrière eux pour posséder. Ma question est de savoir, l'argument sécuritaire, ça parle dans ce cas? C'est-à-dire que... Ou c'est juste un moyen pour limiter l'immigration? Il faut comprendre. Il y a des propos, et Donald Trump, il pense que les autres viennent profiter d'eux. Les Américains aussi sont à l'extérieur, il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'il a parlé même de la Harvard, il a parlé de l'université Harvard. C'est une grande université dans le monde. On ne peut pas comparer. Quand vous dites les Américains sont... Ce n'est pas une question, une affaire de... Les Américains sont aussi dans le monde. Ils y sont. Non, ce n'est pas... Parce que là, si je pense qu'on s'en parler du Tchad. Si tous les pays veulent appliquer la réciprocité, vous imaginez ce que c'est? Monsieur Samuel, le Tchad est dans le ridicule, le Tchad est dans le pathétique. Ça, ce sont des annonces qui n'ont même, aucune influence sur le fait. Je crois que le président sud-africain avait également fait la même annonce. Mais après, il s'est ressaisi, il s'est rendu à l'évidence. Il a couru aller à la Maison Blanche
pour revoir copie et plutôt négocier pour que les relations reviennent. Ça a été intelligent de sa part comme ça, voilà. Parce que quand quelqu'un te dépasse, quand quelqu'un est plus puissant que toi, on ne fait pas semblant de faire comme si, etc., mais alors qu'en réalité, on ne pèse en rien, voilà. Et ça, c'est cette farce-là que certains ont tendance à vendre à leur population, leur naïve population, etc. Et ça, ma foi, je me demande s'ils sont des dirigeants clairvoyants. Parce qu'un dirigeant clairvoyant, je vois les pas qu'il pose. Et non pas dans ces annonces maladroites et maladroites et malencontreuses, rocambolesques. Non. Alors donc, du coup... les États-Unis, j'ai parlé de liste rouge, orange et jaune. Sur la liste jaune, les pays concernés sont sommés d'améliorer leur coopération sécuritaire avec les États-Unis sous peine de sanctions migratoires. On a aujourd'hui, quand on regarde les États-Unis, on a comme l'impression que ce n'est que sur le plan de l'immigration qu'ils estiment qu'ils peuvent frapper les autres. Sur le plan de l'immigration, d'accord. Mais lorsqu'ils parlent de coopération militaire en matière sécuritaire avec les États-Unis, qu'est-ce que cela sous-entend? Accepter que j'installe mes bases militaires chez vous pour vous contrôler, alors je pourrais éventuellement vous donner le droit de venir chez moi. Mais je suis navré d'entendre cet éminent dire qu'il faut se résigner devant ceux qui sont plus grands, se laisser écraser parce que les autres sont plus grands. C'est ce que vous avez Mais compris. j'entends que même si je suis petit, même si je suis faible, je me fais respecter. C'est le plus important. J'ai parlé de l'intelligence. Quand on est faible, et non pas du vent. Quand du vent on n'est pas riche, j'ai parlé quand de on est pauvre, l'intelligence. ça ne veut pas dire qu'on est indigne. Il faut savoir se faire respecter, même si on est faible. Justement, si tous les pays africains avaient un minimum de sens de solidarité pour prendre des mesures communes ou similaires pour se faire respecter, je pense que les États-Unis vont revoir rapidement leur copie, parce que cette copie, ils ne peuvent pas l'appliquer pour la Chine. Les États-Unis ne vont jamais oser limiter l'entrée des Chinois aux États-Unis. Mais vous oubliez, vont jamais essayer. Donald Trump l'en a parlé par rapport à l'université de Harvard. Ils disent que les Chinois inondent leur université et qu'il va mettre des restrictions. Il a dit. Comme vous l'avez dit, voilà, ce sont des déclarations. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan économique, la Chine n'a rien à envier, ou plutôt la Chine dicte désormais la conduite à tenir aux États-Unis. Vous avez vu les mesures de réciprocité que la Chine a prises et rapidement, les États-Unis ont revu leur comportement. Moi, je veux parler de mon Afrique. Je vais parler de mon Afrique. Il faut se faire respecter par des mesures réciproques. Je vais parler de l'Afrique est riche de ses ressources et les États-Unis en ont fortement besoin. Alors, les États-Unis ne peuvent pas avoir cette puissance si elles n'exploitent pas l'Afrique et si les Africains, les dirigeants africains décident de limiter la fourniture des ressources aux États-Unis, eh bien, Donald Trump va rapidement revoir sa copie. Si les États africains décident de demander le retrait de toutes les bases militaires en Afrique, les États-Unis vont revoir leur copie et respecter désormais les peuples africains et leurs dirigeants. Les États-Unis n'ont pas de ressources dans leur sous-sol. Je veux rappeler... les États-Unis n'ont pas de ressources. Monsieur Le Monde, ce que je vais vous dire, pour vous rappeler que la première vraie richesse dans ce monde, ce n'est pas le sous-sol. Oui. Mais c'est la capacité de soi. Ça vous sert à quoi d'avoir des richesses au sous-sol et vous serez incapable d'exploiter ces ressources par vous-même? Je veux rappeler incapable. Sur le sujet, autant se résigner. Prenez l'exemple de l'Afrique du Sud de Jacob Zuma récemment. Prenez l'exemple, Jacob Zuma a donné un exemple. Aujourd'hui, je veux rappeler que le Nigeria et la tendance peut être renversée. Le Nigeria a d'ailleurs fait comprendre aux États-Unis, vous êtes aujourd'hui en quête de métaux rares et c'est l'Afrique qui dispose de ces métaux rares, notamment le Nigeria. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez. L'Afrique sait disposer de ces métaux rares grâce à qui? Est-ce que l'Africain même connaît comment faire pour décider? Il n'y a pas de problème. Oui. Est-ce que l'Afrique sait qu'il y a tel qu'on les transforme ou pas, l'Afrique sait qu'elle dispose de ces métaux rares grâce à qui?
L'Afrique en dispose. Donc c'est grâce aux États-Unis que c'est les autres qui doivent vous faire savoir que vous disposez de ça. Ah non, vous n'allez pas nous faire marcher sur notre tête. Monsieur Samuel. Les États-Unis n'ont pas créé les richesses africaines. Vous savez, le président nigérien, monsieur Tinubu, et vraiment, je ne vois encore rien d'extraordinaire de ce président nigérien. Alors donc, une telle déclaration de ce niveau-là ne m'étonne pas. Parce que pour moi, c'est une déclaration de légèreté. Et donc, du coup, je n'ai pas même de commentaires à faire d'autres, à part celui que nos ressources, nous savons qu'elles existent grâce aux autres. Et même jusqu'alors, nous sommes incapables de les exploiter nous-mêmes. Alors donc, faites le rapport. Oui, alors imaginez aussi si l'Afrique, si les autres ne nous permettent pas de savoir, si les autres ne nous permettent pas de savoir que ces ressources sont là. Et même encore, sachant qu'elles sont là, nous demeurons incapables de les exploiter. Et maintenant, s'ils ne viennent pas, nous allons mourir de faim, nous allons retourner au caille à la caille à la chasse. Combien d'Africains est prêt à retourner à la caille et chasse et vivre comme dans la brousse? Non, monsieur Samuel, soyons sérieux. Soyons sérieux et prenons conscience de l'essentiel. Et prenons conscience. Non, répondez. Est-ce qu'il n'y avait que les Africains? Oui, mais les gens ne se sont pas éternisés sur cette étape-là de la vie. Oui, en ridicule. Non, monsieur Samuel. Vous pensez que les Africains ne travaillent pas? Non, bon, monsieur Samuel, les gens ne se sont pas éternisés sur cette étape-là. L'Afrique s'est éternisée. Alors donc, aujourd'hui, et quoi qu'il en soit, moi, l'essentiel pour moi, vous savez, je vais vous donner cet exemple-là. Et j'ai écouté une fois le professeur Kakone Boukbo qui disait que il faudrait que l'Afrique soit capable de développer son propre système économique pour développer des échanges. Ça fait quand même 54 États. Développer, mais là-dessus, les gens sont incapables même de cela. Alors donc, quand on est incapable, il faut en prendre conscience et en toute humilité. Oui, nous sommes... Attendez, monsieur... C'est quand même assez révoltant de vous entendre parfois Oui, mais c'est ça, mais c'est la vérité. Et vous pensez que les autres, c'est la vérité, monsieur Samuel, je vais juste vous donner un exemple. Je vais juste vous donner un exemple. Juste de rendre l'antenne parce que le temps est nous sommes dans ce studio, on va marquer la pause. de sécurité ne vient pas de nous. Et on reviendra pour la seconde partie de l'émission.